Monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs, chers collègues, nous avons vu hier des arbres qui marchent. Et c'était des autorités, Shakespeare et Holberg, qui nous en parlaient. Aujourd'hui, nous entrons dans un domaine encore plus important. On passe des arbres qu'on voit à l'extérieur, on passe aux arbres qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. C'est évidemment un chemin très important. Pierre Corvol est bien sûr celui qui peut mieux nous en parler. Mais je voudrais dire que cet imaginaire a une longue histoire. Et j'ai ici les 1500 pages, pas l'ensemble, seulement le petit chapitre qui concerne notre sujet, de Werner Rölfing, 1656, qui avait écrit un grand livre de dissertation anatomique. Et dans le 5e livre, premier chapitre, 5e livre qui est consacré De Venis, il dit au premier chapitre De Venarum Dignitate, sur la dignité des veines. Et alors, le premier paragraphe, il dit que maintenant, nous allons entrer dans le champ très doux et très amusant, in campis amenissimis microcosmi, de notre microcosme. Et dans ces champs, ce qui nous apparaît, oculis occurrit arbor venarum amenissima. La première chose que nous voyons à l'intérieur de nous-mêmes est l'arbre des vins si belle, pleine de fruits, qui sont d'une roseo ac rubicondo succo, d'un sucre rouge et rosé, et luxurians, c'est-à-dire foisonnant de racines qui sont un peu dispersées, distribuées partout. Large lateque se diffundens ramis, en se propageant avec des branches bien distribuées, avec des tuyaux, etc., etc. Il dit, dans ces quelques pages, il présente notre corps à l'intérieur de nous-mêmes comme une vraie topographie, parsemée, distribuée, où il y a les arbres, les branches, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas une métaphore que j'invente, elle a une très longue histoire. Et Pierre Corvol est le mieux placé pour nous en parler, non seulement parce qu'il est vraiment celui qui a mieux étudié les pathologies vasculaires, et parce qu'il a publié justement en 2008 l'arbre vasculaire avec Nicolas Postel-Vinet, mais il est en même temps aussi l'administrateur honoraire du Collège de France, et président de la fondation du Collège de France. Il a été le directeur de l'hôpital européen Georges Pompidou. Il a constamment travaillé pour défendre et faire renaître, pour ainsi dire, notre maison, la placer face aux défis que le temps présent nous pose. Dans ces travaux, il y a aussi tout un travail qui est fait sur la représentation du corps humain, la représentation de notre machine, comme la maîtrise le dirait. Donc, je rappelle le colloque du Collège de France, L'homme artificiel au service de la société, en 2007. Et très récemment, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, Sortir de l'eau, de la vie aquatique à la vie terrestre, sous la direction justement de Pierre Corvol et Jean-Luc Elgossi. C'est-à-dire que Pierre Corvol n'a jamais refusé de prendre en charge dans son travail non seulement ce qui est la partie physique de notre expérience humaine, mais ce que nous demandons, le supplément
d'imaginaire que nous donnons à notre corps. Notre corps que nous ne voyons que partiellement et que donc nous représentons par divers moyens. Il a été longuement professeur de médecine expérimentale au Collège de France et je dois beaucoup, je le dis avec toute ma reconnaissance, à sa présence humaine. Ce n'est pas seulement l'homme de science, c'est aussi quelqu'un qui a su faire vivre cette institution non seulement comme un corps très uni, mais aussi comme une agapée et donc un lieu de partage réel, véritable. Donc je le remercie à ce double titre et je lui donne tout de suite la parole. Et je vais de votre côté pour mieux voir cet exposé. Merci beaucoup, Carlos Sola. Je dois dire, je ne suis pas sûr de vérité tout ce que tu as dit sur moi. Je devrais l'enregistrer, ça me ferait plaisir de temps en temps, dans des moments de déprime qui nous arrivent à tous. Mais je voudrais vous faire partager plutôt aujourd'hui mon enthousiasme sur le sujet qui m'a été confié par Carlos Sola dans la série de séminaires organisée autour du thème de la métaphore de l'arbre. D'ailleurs, la métaphore, vous la voyez tout de suite sur cette image qui montre le cœur de l'arbre, et vous voyez les chercheurs qui s'intéressent, qui auscultent à la fois les racines, le cœur et puis les branches. Il n'y a pas de feuilles, mais vous allez voir quand même que ça bourgeonne. Alors, l'arbre vasculaire, évidemment, ça fait partie de l'arbre de vie. Et pour centrer un petit peu notre propos, je vais dans un premier temps essayer de voir avec vous deux types de structures. D'une part, les structures que l'on observe tous les jours dans le monde végétal, facilement accessible, l'arbre en un mot, et puis dans le système animal, et bien entendu, on va s'intéresser aux vertébrés, mais vous verrez que les vertébrés, c'est un long phylum et que nous aurons l'occasion de nous promener en quelque sorte dans l'arbre vasculaire de différents types de vertébrés. Tout d'abord, je voudrais que vous soyez aussi étonnés que moi par cette planche de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui représente les artères. Ces formes de l'arbre vasculaire, ou plutôt de l'homme vasculaire, ne manquent pas d'étonner. Et entre autres, Roland Barthes, qui a reproduit cette image, a succombé lui aussi à cette fascination. Dans un inclassable essai illustré qu'il intitule Roland Barthes par Roland Barthes, en 1995, il choisit donc de publier cette planche avec la légende que je vous lis. Écrire le corps, ni la peau, ni les muscles, ni les os, ni les nerfs, mais le reste. Un sein balourd, fibreux, pelucheux, effiloché, la houppelande d'un clown. Alors, si je vous posais la question, devant ces arborescences qui sont végétales, animales et humaines, si je vous posais la question d'attribuer, je dirais, l'origine animale, végétale ou humaine de ces arborescences, vous seriez sans doute un petit peu gêné. À vrai dire, c'est qu'un corail, un arbre, une artère ou une veine, une feuille, une racine, un fleuve qui s'épanouit en delta, tous se ressemblent. À quel règne appartiennent ces formes ? Et chacun fera le constat qu'il est difficile, sinon impossible, de distinguer le végétal de l'animal. Cette ressemblance est si grande qu'elle pousse même à la confusion. Cette similitude ne démontre-t-elle pas que la vie se déploie selon les mêmes plans ? Mais cette ressemblance entre vaisseau et arbre n'est pas fortuite. Elle résulte de la loi ou des lois de la physique et de la chimie. Et la ramification des artères obéit à des lois universelles qu'on appelait autrefois, au XVIIIe siècle, les principes de la nature, entre guillemets, principes de la nature qui régissent aussi bien la croissance
des végétaux, des animaux et des hommes, et qui ont en commun finalement le besoin vital de métaboliser l'énergie. Et il revient au physiologiste Claude Bernard, comme on va le voir dans un instant, de faire état de ceci dans ses leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, publiées un an après sa mort, en 1878. Alors je vous donne quand même une réponse ici. Alors c'est un corail, mais une branche de corail que vous pouvez être purement minérale est en fait construite à partir d'animaux, d'individus qui sont constitués de polypes et qui vont minéraliser ce que l'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire qu'ils vont se développer à partir d'un squelette extérieur et non pas, comme nous, à partir d'un squelette intérieur. Donc voilà une branche de corail qui s'épanouit à la manière d'un vaisseau, à la manière d'un arbre ou d'un végétal. Donc l'arbre forme de vie, c'est, comme je le disais, une vie végétale et une vie animale qui vont partager une finalité commune, se développer, s'accroître, avec une biologie qui est partagée. La cellule existe dans le monde végétal comme dans le monde animal, bien sûr. Le code génétique. Alors ça, c'est une découverte fondamentale qui a été faite à l'issue des travaux de Watson et Crick dans les années 56. Le code génétique est le même. Après tout, on aurait pu imaginer qu'il y ait des codes génétiques différents pour le monde animal et pour le monde végétal. Il n'en est rien. Les éléments essentiels sont partagés. L'oxygène, alors certes, l'oxygène et le gaz carbonique agissent de façon inverse entre le monde végétal avec la photosynthèse et le monde animal avec l'utilisation d'oxygène pour la phosphorylation oxydative des cellules, mais là encore, on a les molécules essentielles qui sont retrouvées, et bien entendu l'eau. Et tous les mécanismes de conservation de l'eau, qui sont absolument passionnants dans le monde médical, sont opératifs dans le monde végétal. Ils sont même beaucoup plus développés dans le monde végétal que dans le monde animal, pour une bonne raison, c'est celle que Carlos Sola vient d'indiquer, c'est qu'à part l'imaginaire de quelques poètes, les arbres ne bougent pas. Donc ils sont bien obligés de chercher l'eau avec des racines qui vont s'étendre ou de chercher l'eau éventuellement aussi au niveau de l'atmosphère. Les substrats énergétiques, etc., sont partagés. Et donc Claude Bernard avait très bien vu cela, préfigurant en fin de compte l'unicité du monde animal et végétal qui a été repris donc par les travaux de biologie moléculaire. Alors nous allons commencer par des petits rappels, mais ils sont très beaux, d'anatomie, à savoir la topographie, le cheminement des artères et des veines. Les anatomistes ont dessiné le parcours du vaisseau à la manière d'un explorateur qui voudrait trouver le cheminement d'un fleuve sur une carte. Le médecin romain Galien décrivit la veine hépatique en indiquant qu'elle s'étend des lombes jusqu'au sacrum, fournit des rameaux au cou et aux omoplates, lesquels se recourbent vers le bas ou de chaque côté. Fin de citation. S'attelant à cette tâche descriptive au moment de la Renaissance, qui autorisa les dissections humaines, l'anatomiste italien, il y a beaucoup d'Italiens au passage, je dois le dire, grand anatomiste et grand philosophe en même temps au moment de la Renaissance. Donc Fabrice d'Acquapendente fut le premier à remarquer que les veines étaient pourvues de valvules, je cite, ayant l'aspect des nœuds que l'on voit aux rameaux et à la tige des plantes. Une belle découverte pour qui s'intéresse bien sûr à ces parentés entre vaisseaux, plantes, végétales et animales. Malpighi découvrit des capillaires sanguins grâce au microscope qui était d'invention alors toute récente et il parvint à distinguer ces minuscules vaisseaux qui assurent une transition entre artères et veines alors qu'il étudiait un poumon de grenouille.
Nous verrons après, bien entendu, la fonctionnalité et notamment l'irrigation du corps par le sang chez l'homme, mais aussi la circulation de la sève chez l'animal, chez le végétal. Alors, un petit regard pour André Vézal, qui n'est pas italien, mais qui était néerlandais, qui a travaillé au départ à l'université de Louvain, et je le cite parce qu'entre autres, il s'est approché du collège trilingue, 1517, où l'on enseignait à la fois le latin, le grec et l'hébreu. Donc c'est une allusion au collège, en fait c'est une préfiguration par Erasme du Collège de France, 1530, là aussi latin, grec, hébreu. Mais nous n'avons pas réussi à débaucher Erasme, qui n'a pas souhaité venir au Collège de France, entre autres pour des raisons financières, parce qu'il avait très bien repéré que le roi était en difficulté financière. Donc nous n'avons pas eu Erasme. Alors pour revenir à Vézal, il a fait ses études de médecine à Paris, mais quand Charles Quint et François Ier ont commencé à guerroyer, il est retourné prudemment à Louvain. Il a été nommé professeur à Padoue. Je pense que ça devait être la plus grande et la plus haute fonction qu'on pouvait avoir à cette époque quand on était médecin. Il est allé ensuite travailler chez les Habsbourg à Madrid et il a publié à l'âge de à peine 30 ans De Humanis Corporis Fabrica, un livre superbe. Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir à temps les descriptions de bonnes reproductions de ces planches d'anatomie. En fait, il semble que les planches d'anatomie de Vézal aient été exécutées par Van Calcker, un élève du Titien. Vous me direz si cette hypothèse tient ou pas. Il y a une exposition à Vézal à Louvain l'année dernière et qui suggère cela. Mais vous voyez ici les vaisseaux, donc véritablement un arbre vasculaire, mais quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure parce que c'est extrêmement intéressant. Il a fait aussi des dessins concernant l'innervation. Et vous voyez que, même si la reproduction ici est médiocre, vous voyez qu'il est bien difficile de distinguer l'un et l'autre. En fait, les deux cheminent ensemble, les vaisseaux et nerfs, et ceci est extrêmement intéressant sur le plan de la physiologie vasculaire et nerveuse. Alors voilà la formation des vaisseaux sanguins avec Malpighi qui a utilisé entre autres un modèle que nous avons et que nous utilisons toujours au laboratoire qui est l'embryon de poulet que vous voyez en haut. Mais il y a une autre circulation qui est intéressante et qui est due encore à, si je puis dire, à un Italien, Gaspar Azelius, qui a découvert un peu par hasard en disséquant des chiens qu'il y avait des conduites, des vaisseaux, mais qui, au lieu de véhiculer du sang, véhiculaient ce qu'il appelait du lait, qui était en fait de la lymphe. Et donc il y a une circulation lymphatique. Quand on parle de l'arbre vasculaire, on a toujours tendance à penser à l'arbre sanguin avec le système artériel et veineux. On a tous dessiné dans notre jeunesse les artères en rouge et les veines en bleu, mais il y a un système lymphatique qui est absolument crucial. Et donc Azelius, puis ici c'est une représentation du début du XXe siècle par Hoyer, qui a travaillé sur le tétard. Et les premières descriptions, encore une fois, datent en fait de la Renaissance par Azelius. Voici, c'est le vaisseau lymphatique du membre supérieur dans une superbe planche, celle-là elle est beaucoup plus belle, d'Émile Baux dans un atlas de Broca au milieu du XIXe siècle. Ce système lymphatique, c'est le système dans lequel baignent les cellules, ce qu'on appelle le liquide interstitiel, et ce système va ramener au niveau du cœur par toute une vascularisation particulière la lymphe qui provient donc du rôle des cellules. Alors, je pense qu'il est intéressant de voir que les médecins, avant qu'on parle réellement de circulation, n'ont pas manqué de remarquer les ressemblances entre les artères et les plantes, ce qui influence là leur compréhension
du corps humain. Autrement dit, le fait de faire des analogies amène quelquefois à avoir une interprétation mécanistique et finaliste. Il pensait que les artères naissaient du foie tout en ignorant le vrai rôle du cœur, car, comme je vais vous le dire dans un instant, il a fallu quand même attendre Harvey pour réaliser ce que c'était que la circulation sanguine. Il ne savait pas à ce moment-là que le sang circulait donc en boucle dans un circuit fermé. Et ils avaient donc une vision tout à fait différente sur le corps, et ils accordaient une place majeure au monde végétal, et sans doute la valeur symbolique de l'arbre au premier temps du christianisme n'a pas été sans influence. L'arbre, symbole de vie, sert de modèle pour décrire le cœur humain où s'écoule le sang, sève de l'homme. On disait au XIIIe siècle, je cite, « Le sang se rend du ventre à toutes les parties du corps, comme le sucre des arbres se répand depuis les racines jusqu'à la totalité des branches. » Au XIVe siècle, un chirurgien, Henri de Mondeville, qui était le chirurgien de Philippe le Bel, reprend ce type de métaphore végétale en disant « La plupart des veines n'ont qu'une tunique et naissent du foie par la veine chylis, qui est leur racine. Mais selon le philosophe et selon la vérité, là il se l'attribuait, elles naissent du ventre droit du cœur, qui est pour ainsi dire leur racine, laquelle produit un tronc, lequel tronc s'étend jusqu'au foie, et là se ramifie et se sépare en plusieurs branches. » Fin de citation. Aristote d'ailleurs comparait la distribution du sang dans le corps au système d'irrigation d'un jardin. Selon lui, le sang né du foie arrosait chaque partie du corps et finissait par se perdre dans les extrémités et les muscles, comme l'eau d'un ruisseau s'écoule avant d'être absorbé par la terre. Et donc le médecin pouvait à bon droit comparer le cœur à une fontaine, les veines à des ruisseaux épars par tout le corps, la sueur, quant à elle, disait-on, ressemble à la rosée. Le trajet sanguin était aussi considéré comme la sève qui se perd dans les feuilles. Le traité de Monville, dont j'ai dit un mot, compare le corps à du bois vert lorsqu'il est sain, du bois sec pour les corps éthiques, presque réduits à l'état de squelette. Et alors, ces analogies avaient une conséquence pratique. C'est ici le corps homme-arbre qui représente les points de saignée. Donc, si vous voulez, là, on est dans l'opérationnel. On voit ici sur cette gravure du traité d'anatomie de John Case, publié en 1696, on voit que cet homme a des pieds qui s'enracinent, sa tête qui s'épanouit, et les vaisseaux sanguins sont autant d'arborescences humaines utilisées par le chirurgien pour les saigner. Donc, pour résumer un petit peu ce que j'ai dit, vous l'avez vu, ressemblance entre artères et vaisseaux. Finalement, ces vaisseaux et ces artères et ces vaisseaux ou ces conduites dans les arbres, dans le système végétal, avec ce qu'on appelle le xylème, ce sont des conduites de vie. Ce sont des conduites qui vont permettre l'oxygène dans le monde animal, qui vont permettre de soustraire tous les déchets dans le monde animal et le monde végétal, permettent donc d'acheminer la sève et le sang. Et vous allez voir que ce point de vue anthropomorphique des médecins a été aussi utilisé par les botanistes en retour. Les botanistes voulant déchiffrer la physiologie des vaisseaux ont souvent adopté et utilisent d'ailleurs toujours aujourd'hui un point de vue anthropomorphique. Selon eux, la sève est comme le sang qui nourrit la plante, les branches d'arbres ressemblent à des mains et les racines à des pieds, et le langage horticole parle de cœur d'un arbre. L'arbre possède un tronc et un pied. On peut dire d'un bois qu'il est nerveux. On peut étêter un arbre, une branche peut cicatriser. Donc, et même au XVIIIe siècle, les botanistes s'interrogeaient sur les mécanismes de physiologie végétale, considérant volontiers les racines de l'arbre comme un œsophage et la souche comme un estomac. Alors passons maintenant à la circulation.
Alors, je dirais en quelques mots que Harvey a fait une véritable révolution en proposant justement la circulation boucle fermée en 1628 dans son ouvrage sur les mouvements du cœur et des vaisseaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la démonstration d'Harvey est un acte, à mon avis, fondateur de la physiologie moderne. Elle a été appuyée sur la vivisection de daims et elle a été fondée sur un raisonnement quantitatif. C'est l'introduction de la médecine de la physiologie et de la médecine quantitative qui est aujourd'hui absolument essentielle. Il a calculé la quantité de sang qui passait dans le cœur d'un daim en une journée, et comme cette quantité dépassait plusieurs dizaines de litres, elle ne pouvait pas être créée et se perdre si vite dans l'organisme. Et en démontrant ainsi qu'il circulait sous l'influence des mouvements du cœur, Harvey expliquait que le sang était animé de ce qu'il appelait une force qui se propageait du cœur à la périphérie. Le terme de pression n'était pas encore utilisé à l'époque. Alors, je parle de la circulation, je rends hommage à Harvey, médecin anglais qui a enseigné lui aussi à Padoue. À ce moment-là, les médecins étaient vraiment des Européens. Je suis toujours frappé de voir ces grands noms qui vont de Londres à Paris et en Italie, notamment Padoue, Bologne, etc. Mais il y a aussi un circuit lymphatique qui a été décrit par un Normand, c'est la raison pour laquelle je mets en avant Jean Péquet, qui a montré qu'il y avait une circulation lymphatique, pas tellement après finalement Harvey, à l'instar de ce qui avait été montré par Harvey, mais là dans le domaine de la lymphe. Alors tout ceci n'a pas été sans dispute, comme vous l'imaginez, et je vous rappelle ce que Molière fait dire à Diafoirus dans Le Malade imaginaire, je cite, « J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. » Pauvre homme. Donc, il y a encore beaucoup de Diafoirus à notre époque. Alors, je voudrais vous faire part de quelque chose qui est passionnant, à mon avis, qui est la contribution, toujours maintenant dans la physiologie, d'un pasteur, d'un clergyman anglais, Stephen Hales, à la compréhension de la pression. Étant donné que j'ai beaucoup travaillé sur l'hypertension artérielle, je me suis intéressé à ces travaux de Stephen Hales. Il y a deux travaux essentiels, publiés l'un en 1735 sur la statique des végétaux et l'autre sur la statique des animaux. Excusez-moi pour l'erreur là. Pour la statique des végétaux, Stephen Hales s'est dit il faut que la sève monte dans la tige. Et donc, il y a à avoir une pression. Et donc, cette pression, on devrait pouvoir la mesurer. Et comme vous le voyez ici, il a effectivement réalisé qu'on pouvait penser que les feuilles des plantes respiraient, prenaient leur énergie dans la lumière. Il comparait d'ailleurs les feuilles à des poumons. Et il s'est intéressé à mesurer dans un sarment de vigne la progression de la sève, comme vous le voyez ici, en mettant un appareil de mesure de pression pour mesurer la force, la pression qui permet la montée de la sève et donc l'alimentation des ramifications de l'arbre. Et alors, il a eu l'idée de faire la même chose chez l'animal. Et c'est la première des premières mesures de pression artérielle qui a été donc réalisée par un botaniste. Donc, lorsque on voit finalement les parentés, au-delà de la parenté de description, il y a là une parenté, je dirais, expérimentale en imaginant qu'effectivement les mêmes mécanismes sont à l'œuvre. Il a mis au niveau du cou d'une jument un appareil de mesure, il a bouché une canule et il a mesuré la hauteur de l'élévation du sang pour immédiatement constater que le sang de l'animal était animé de
mouvement de va-et-vient. Là, je vous lis la traduction, qui est d'ailleurs de De Sauvage, la précédente était de Buffon. Il apparaît que quand le niveau eut atteint la plus grande hauteur, il y balança, montant et descendant de 2, 3 et 4 pouces, et quelquefois, on le voyait s'abaisser de 12 ou 14 pouces, y balançant de même à chaque pulsation du cœur. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est la systole et la diastole, la contraction du cœur qui élève la pression artérielle, la relaxation du cœur où l'on retrouve une pression artérielle de base, c'est la diastole. Eh bien, il décrit tout cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces remarques et les premières mesures de pression artérielle n'ont été reprises qu'un siècle après, avec des mesures sanglantes au départ. Alors, chez l'animal, de nouveau, il y a eu quelques mesures sanglantes chez l'homme, et puis après, on est passé par des mesures non invasives, non agressives. Il est amusant qu'au passage, peu de temps après cette découverte de Hales, qui est d'ailleurs resté en grande partie inconnu parce que c'était un physiologiste du monde végétal, et donc les physiologistes, il n'y en avait pas beaucoup du monde animal, ignoraient ce qu'il avait fait. Néanmoins, certains déplorèrent qu'Hales ne fût pas médecin. Quelle honte, je cite, pour les médecins qu'un théologien ait réussi à les priver de l'honneur de découvertes si utiles. C'est quand même assez amusant de voir que seuls les médecins pourraient faire des découvertes importantes. Voilà. Alors, en plus, Stephen Hales a entrevu l'idée théorique d'une influence de la physiologie sur la connaissance des maladies, et il dit que, dans son texte, qu'on peut imaginer que ce vaisseau ne reste pas finalement sans évolution au cours du temps, que la santé consisterait principalement, je le cite, dans le juste équilibre ou balancement entre les liqueurs, la sève ou le sang, et les tuyaux, et il dit que ceci pourrait rendre compte un jour sur l'économie animale, entendez par là, sur l'évolution et le bilan. Donc, nous voici maintenant dans une autre étape, maintenant que nous avons vu l'organisation anatomique, nous avons vu la physiologie avec la circulation sanguine, lymphatique et la circulation de la sève. On peut se poser la question de savoir comment et pourquoi cette ramification et ce développement de ramification. Alors, on peut dire que le système de communication par les vaisseaux ou par l'existence de ces conduites chez les végétaux épouse en quelque sorte la forme la plus adaptée possible pour multiplier et rendre optimales les surfaces de contact afin d'assurer les échanges cellulaires. Ceci est vrai dans la perspective d'un corps organisé comme nous le sommes. Si le monde vivant était uniquement sous une forme sphérique, il n'est pas du tout sûr que nous aurions eu le développement d'un système de vaisseau ou un système d'arborescence de conduite comme dans l'arbre. De même que si l'on regarde les premiers éléments de la vie, c'est-à-dire les êtres unicellulaires comme les bactéries, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas d'arbre vasculaire. Parce que l'oxygène diffuse librement du milieu extérieur, soit l'atmosphère, soit le milieu aquatique, évidemment initialement. La vie est apparue il y a 3,7 milliards d'années. Et donc, il n'y a pas besoin de système vasculaire. C'est finalement la complexité du vivant, avec l'apparition de la multicellularité d'une part, et d'autre part la structure, je dirais, allongée en quelque sorte du vivant, qui a rendu indispensable la création d'un arbre vasculaire pour pouvoir permettre les échanges
entre le milieu extérieur, le milieu intérieur, et à l'intérieur de l'organisme, de permettre la circulation et la communication entre les différentes cellules. Alors, ce déploiement est un déploiement que l'on appelle un déploiement fractal. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois une dichotomie qui s'exerce. Et dans le poumon, je vais vous montrer un exemple, par exemple ici, dans l'arbre bronchique, vous voyez depuis le larynx la branche souche, ça on l'appelle toujours la branche souche, qui ne cesse de se diviser continuellement en deux. Il y a d'ailleurs à côté de cet arbre bronchique un arbre artériel et un arbre nerveux qui coexistent. Tous poussent par dichotomie, dont tous les points terminaux sont à la même distance de l'origine. C'est donc ce qu'on appelle un déploiement fractal avec une division dichotomique particulière. Et au total, ce déploiement, en quelque sorte, permet d'optimiser les surfaces d'échange. Comme vous savez, la surface d'échange de la surface capillaire des poumons représente environ 130 mètres carrés. C'est la superficie de 3/4 d'un court de tennis et ça permet ainsi d'optimiser les échanges air-sang que nécessite la vie. Alors, je reviens ici pour rappeler ce que disait là aussi Claude Bernard. Les vaisseaux, les nerfs, les organes respiratoires se montrent à mesure que l'échafaudage histologique se complique, de manière à créer autour de chaque élément le milieu et les conditions qui sont nécessaires à cet élément afin de lui dispenser dans la mesure convenable les matériaux dont il a besoin, eau, aliments, air, chaleur. Alors, ceci implique quelque chose. Ceci implique que quand il y a une croissance, il va falloir qu'il y ait en même temps, parallèlement, un accompagnement de réseaux vasculaires. On ne peut pas imaginer en effet une croissance sans accompagnement de réseaux. Et ceci va avoir une importance capitale en médecine, puisque vous le verrez, même si ce sera très rapidement évoqué, la croissance tumorale s'accompagne d'une croissance vasculaire. Ça a été remarqué très tôt par les anatomistes et ceci implique que l'on pourrait traiter les cancers en traitant non pas le cancer lui-même, mais la prolifération vasculaire qui l'accompagne. On assécherait à ce moment-là le cancer en asséchant et en détruisant les vaisseaux. Pour cela, il va falloir que je vous fasse un petit cours de médecine, mais après tout, en me proposant ce sujet, vous m'y avez obligé, cher Carlos Sola. Donc on va parler d'angiogénèse, c'est-à-dire de la formation des vaisseaux. Dans son traité publié en 1794, John Hunter disait « In short, whenever nature has considerable operations going on, and those are rapid, c'est vrai, then we find the vascular system in a proportionable degree enlarged. » Donc chaque fois qu'il y a au fond une croissance normale et pour commencer le développement embryonnaire, eh bien on trouve en même temps, de façon proportionnelle, un accroissement du système vasculaire. Alors, ça c'est une constatation anatomique. Une découverte fondamentale, ça a été la découverte d'un facteur, ou pratiquement on pourrait dire du facteur ou de la famille de facteurs, en 1987, qui fait croître l'arbre vasculaire, c'est le Vascular Endothelial Growth Factor, le VEGF. Et j'en reparlerai car il y a des stratégies thérapeutiques qui soit utilisent le VEGF pour promouvoir la croissance vasculaire, soit qui veulent bloquer
le VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, pour bloquer notamment la prolifération tumorale. Alors, l'angiogénèse, pour nous, c'est la croissance de vaisseaux à partir de vaisseaux préexistants. C'est une étape un peu plus éloignée que la toute première étape dont je vais vous parler dans un instant, qui s'appelle la vasculogénèse. Donc l'angiogénèse, elle est soit physiologique, c'est le développement embryonnaire. On peut, par l'exercice physique, développer une angiogénèse, et c'est d'ailleurs toute la raison pour laquelle on fait des campagnes d'information chez les patients athéromateux pour stimuler l'angiogénèse au niveau du cœur ou au niveau des vaisseaux des membres inférieurs. Et au cours du cycle menstruel, il y a une angiogénèse physiologique avec le développement du corps jaune. Là, en fait, c'est un corps jaune qui est hypervascularisé, comme vous le voyez ici. Et puis, bien entendu, au cours de la grossesse, il y a une angiogénèse fantastique, qui est d'ailleurs un super modèle de réflexion, puisqu'elle démarre, je dirais, au moment pratiquement de la fécondation et qu'elle s'arrête pile au moment de l'accouchement. En physiopathologie, l'angiogénèse est indispensable pour cicatriser une blessure. Et en pathologie, on pourrait dire que pratiquement l'essentiel des pathologies implique une composante angiogénique. C'est vrai, comme je viens de vous le dire, pour la croissance tumorale et l'invasion des métastases. C'est vrai pour certaines rétinopathies, dont on parlera, et aussi vrai pour les maladies inflammatoires, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Alors, nous n'allons pas, bien sûr, faire un cours d'angiogénèse, mais je voudrais quand même effleurer avec vous les questions, qui sont maintenant des questions actuelles, on n'est plus dans le passé. Comment se forment les vaisseaux? Comment s'effectue la navigation des vaisseaux et des nerfs dans les tissus? Ça, c'est une question passionnante sur laquelle le laboratoire, avec notamment Hein Nishman, a beaucoup travaillé. Quels sont les facteurs qui déclenchent l'angiogénèse? On a parlé du VEGF, qui est en quelque sorte la molécule qui va pas déclencher, mais qui va permettre la fabrication de nouveaux vaisseaux. Mais, vous allez le voir, c'est l'oxygène, ou plus exactement la diminution de la pression partielle d'oxygène, qui va être l'ordonnateur de l'angiogénèse. Et quelles sont les applications thérapeutiques de tout ceci? Alors voilà, très, très schématisé, la croissance de l'arbre vasculaire avec deux étapes, l'étape de vasculogénèse, puis l'étape à proprement parler d'angiogénèse. Eh bien, tout démarre finalement avec, si je puis dire, quelques cellules qu'on appelle les précurseurs mésodermiques et qui ont une double polarité. Et ceux-ci sont vraiment des travaux récents. Double polarité car cette cellule va à la fois donner une lignée sanguine, la lignée hématopoïétique, à l'origine des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes, et d'autre part va être à l'origine du premier réseau capillaire très primitif, à l'origine des cellules endothéliales. Et pour cette raison, on appelle cette cellule à double polarité, à double fonction, à double évolution plus exactement, l'hémangioblaste. Hémangio pour rappeler qu'elle est à l'origine de la lignée hématopoïétique, et blast, ça veut dire cellule souche, stem. Donc ce précurseur va donner ce qu'on appelle des îlots sanguins, c'est-à-dire en fait à l'intérieur de ces premières ébauches de cellules endothéliales se trouvent les éléments des cellules souches hématopoïétiques. Et puis va se constituer ce qu'on appelle le réseau capillaire primitif. Vous allez le voir dans un instant, ces trois cellules endothéliales qui vont former le premier tube. Là, on est vraiment à l'origine du vaisseau. Et puis, il va y avoir une série de maturations de cette première ébauche avec formation progressivement de structures plus complexes autour des cellules endothéliales que vous voyez indiquées ici en bleu, vont s'apposer des cellules péricytaires dans les capillaires, des cellules musculaires
lisse dans les vaisseaux. Mais alors, il ne faut pas imaginer que ce vaisseau est constitué une fois pour toujours. En fait, il est très stable, ce vaisseau. Le vaisseau, à l'âge adulte, une cellule endothéliale se reproduit seulement tous les 4, 5, 6 ans, ce qui est tout à fait remarquable. D'ailleurs, le fait qu'elle se reproduise très peu explique qu'il y a très peu de cancers des vaisseaux par eux-mêmes. À l'inverse, par exemple, des cellules intestinales qui n'arrêtent pas de se reproduire, et le cancer du côlon est un cancer fréquent. Donc, si vous voulez, il y a un parallélisme qui a été insisté, peut-être que vous avez vu ça récemment. Et donc, néanmoins, le vaisseau peut soit continuer à se développer dans les circonstances physiologiques que je vous ai indiquées, ou pathologiques, mais il peut aussi régresser, comme vous le voyez ici. Alors, on va regarder ça un tout petit peu plus dans le détail. Voilà ce système de vasculogénèse avec le système capillaire primitif. Vous voyez ici cette organisation maintenant en artérioles, en vénules, artères et veines. Et les lymphatiques, que je n'oublie pas, viennent des veines avec leurs propres cellules souches, d'ailleurs, les lymphangioblastes, et ils vont progressivement se développer. Maintenant, voici le vaisseau à l'âge, je dirais, adulte. Le vaisseau est stable ici. Ceci nécessite un certain nombre de facteurs. Naturellement, je ne vais pas discuter de ces facteurs. Mais il y a un facteur qui est quand même intéressant. Tout n'est pas dans les gènes. Le flux sanguin lui-même, la pression à l'intérieur du vaisseau, est responsable de la maintenance de l'intégrité du vaisseau. C'est d'ailleurs bien connu, lorsque les chirurgiens, pour une raison quelconque, font une ligature, en aval de la ligature, il y a une baisse, il n'y a plus de pression, et le vaisseau dégénère, alors même que les facteurs peuvent être présents. Là, ce sont les termes de ces facteurs. Et puis, le vaisseau peut régresser si, par exemple, il existe une diminution, notamment du VEGF, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent ici, et à ce moment-là, une atrésie, une disparition du vaisseau. Voilà le tube capillaire primitif. Vous voyez, c'est 3 cellules endothéliales qui forment le tube primitif. Alors, puisqu'on est toujours dans l'analogie avec le monde végétal, on va parler ici de bourgeonnement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques cellules endothéliales qui vont s'échapper du tube capillaire primitif pour former une branche qu'on appelle une branche collatérale, que vous voyez ici. Mais il y a un deuxième mécanisme. Alors, je ne sais pas s'il existe, pour être franc, dans le monde végétal, je serais intéressé. Ça pose des questions quand on prépare un cours, puis on n'a pas toujours le temps, malheureusement, mais ça ne fait rien. Il y a encore du travail. C'est ce qu'on appelle, de ce nom un peu barbare, intussusception. C'est-à-dire que le vaisseau peut produire 2 vaisseaux, que vous voyez ici, par établissement d'un pont, voyez-vous, progressif, entre les 2 bords du vaisseau. Ce n'est plus un bourgeonnement, c'est une autre manière de créer des vaisseaux. Voilà. Alors, on ne veut pas rentrer dans le détail précis de ce qui se passe, mais pour que ceci se déroule, cette production de branches que vous voyez ici, dans un modèle expérimental où on observe in vivo la progression des vaisseaux autour ici d'une bille qui contient un facteur de croissance. Vous voyez, on peut faire une fenêtre translucide et suivre ainsi, au fil du temps, la progression des vaisseaux. Eh bien, il faut que les cellules endothéliales s'échappent et donc dégradent un petit peu la membrane basale qui entoure les cellules endothéliales avoisinantes. Elles vont devoir migrer, bien sûr. Elles vont devoir proliférer. Et puis, il va falloir qu'elles forment une lumière vasculaire. Voilà. Et enfin, se pose la question, on ne pourra pas rentrer dans le détail, mais je vous montrerai quelques images pour vous montrer comment on fait cette recherche. Il va falloir en même temps que ces vaisseaux se différencient en artères, artérioles, vénules, veines ou lymphatiques. Alors, le vaisseau le plus élaboré, celui auquel on pense le plus souvent, qui est l'artère, a une structure
un peu plus complexe, bien sûr, que le capillaire, où il y a, dans le capillaire, vous avez simplement donc, des cellules endothéliales et quelques cellules péricytaires qui, comme leur nom l'indique, sont apposées autour de l'endothélium, mais qui ne forment pas une couche continue. Dans l'artère, vous avez donc la lumière ici, les cellules endothéliales, vous avez une petite couche de fibres élastiques, et ensuite vous avez ce qu'on appelle la média, qui est la partie la plus importante de l'artère, où se trouvent les cellules musculaires lisses, et puis l'adventice, qui est en fait un système de cellules qui va être en contact étroit avec le milieu avoisinant. Alors voilà comment, à l'heure actuelle, là vraiment c'est une recherche récente, on essaye de visualiser, je trouve que ces images sont belles, alors toujours on est un peu séduit quand on est dans le domaine vasculaire par la possibilité de vous montrer, voyez-vous ici, ça sont les cellules endothéliales qui ont un aspect pavimenteux et qui se touchent les unes les autres. Là, c'est un capillaire jonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre entre les cellules endothéliales. Il y a d'autres capillaires où il y a des fenêtres entre les cellules endothéliales. Et on a des marqueurs spécifiques pour les cellules endothéliales de la vénule ou de l'artériole. Donc, voyez-vous, ceci nous permet, avec des molécules et des anticorps spécifiques du système artériel ou du système veineux, de repérer qui est qui. De même pour les lymphatiques, que vous voyez ici, on a un marqueur qui permet de repérer le système lymphatique. Pareil pour les cellules qui couvrent la paroi, on passe de l'endothélium à la paroi artérielle. Ici, vous voyez une vénule avec en rouge indiqués les péricytes, en bleu c'est tout le système endothélial, c'est le vaisseau avec ses cellules endothéliales. Et là, vous avez à côté de la vénule une artériole avec, vous voyez, un recouvrement beaucoup plus important de cellules musculaires lisses pour ce type de structure. Alors, quand on y songe, on se dit, mais c'est quand même fantastique. Je vous ai dit, au départ, on part de quelques cellules, les hémangioblastes, dans un coin, qui vont donner à la fois des globules sanguins et qui vont donner le tube capillaire primitif qui va s'accroître. Donc vous voyez ici, ça représente une graine de séquoia ou une graine de 7V. Et puis, cette graine de séquoia ou cette graine de 7V, ça aboutit à un arbre gigantesque. Alors, il y a des arbres qui bougent, ce sont ceux auxquels fait allusion Jésus, rapportés par Luc ou par Marc, qui dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de 7V, vous diriez à cet arbre, puisqu'il est en puissance, un arbre, de bouger, il irait se planter dans la mer. » Moi, je pense que vous avez dû discuter de ça antérieurement. Bon. Alors, je vais vous parler d'autres modèles. On ne travaille pas sur le séquoia, en physiologie animale, qui nous aident beaucoup à suivre le développement embryonnaire des vaisseaux. Alors ça, c'est un modèle qu'on appelle le poisson zèbre, ou plus exactement ici, l'embryon de poisson zèbre. Alors le poisson zèbre, c'est un petit poisson qui fait 1 à 1,5 cm, qui est translucide, qui a l'énorme avantage. D'abord, ça ne coûte pas très cher, ça se met dans des aquariums. On peut modifier la physiologie ou la pathologie du poisson zèbre en rajoutant des substances dans l'aquarium. Et vous voyez qu'en plus, on peut marquer l'endothélium des vaisseaux chez des poissons zèbres en utilisant un marqueur qui génétiquement va marquer automatiquement tous les vaisseaux. Et vous voyez ici la croissance du vaisseau chez un poisson zèbre, avec ici, ça c'est l'aorte dorsale, là c'est, vous le voyez, au stade tout à fait initial. Et là vous voyez la constitution du vaisseau, ça se voit très très bien, avec l'aorte dorsale, ici c'est une veine dorsale, et ici vous avez des vaisseaux septaux qui relient artères et veines. Comme vous le voyez, on peut à ce moment-là travailler et puis inactiver ou au contraire stimuler la croissance des vaisseaux. Deuxième modèle, si vous vous rappelez Malpighi tout à l'heure,
c'est l'embryon de poulet. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi utilisé au laboratoire, comme d'ailleurs ce que je vous ai montré précédemment avec les poissons zèbres. Ici, on met en culture sur une boîte qu'on appelle une boîte de pétrine, on met en culture un embryon de poulet fécondé. Vous voyez ici l'embryon qui se développe, et l'embryon développe tout un système de récupération d'énergie par la membrane chorioallantoïdienne ici. Il a sa propre structure vasculaire, l'aorte qui est indiquée là, et en même temps, il a des vaisseaux de cette membrane chorioallantoïdienne. Et ce que l'on peut faire, avec évidemment pas mal de techniques, on peut injecter dans ces vaisseaux un certain nombre de substances et là encore observer croissance ou au contraire inhibition. On peut aussi d'ailleurs utiliser l'embryon de poulet pour étudier, alors de façon très fine, en microscopie électronique, la structure des vaisseaux. Alors là, vraiment, vous êtes dans l'arbre, hein, là encore, vous ne pourrez pas dire le contraire. Alors comment ça se passe? On injecte dans l'embryon de poulet de la résine, on digère par des enzymes gloutons la structure cardiaque et reste à ce moment-là la résine. Et on peut faire de la microscopie électronique à balayage. Ici, vous avez les artères coronaires d'embryon de poulet. Et comme on sait que le diabète est quelque chose qui peut altérer la structure vasculaire au cours de l'embryogénèse, nous avons tout simplement rajouté du sucre dans la culture de ces embryons de poulet et observé, vous voyez, par rapport à l'image précédente, on observe très bien une raréfaction des capillaires. Il reste la structure des gros vaisseaux, des artères, mais les petits capillaires ont disparu. Alors maintenant, quelques mots sur le grand ordonnateur de l'angiogénèse. C'est l'hypoxie. Le fait de baisser la pression partielle d'oxygène dans le tissu va promouvoir une réponse qu'on appelle pléiotropique, c'est-à-dire de nombreux gènes qui vont tous concourir à améliorer la fourniture d'oxygène au tissu. Alors, ici, je vous montre simplement là, vous avez le vaisseau, et puis là, on mesure la pression partielle d'oxygène. Alors, très près du vaisseau, en rouge, vous voyez, il y a une pression partielle d'oxygène qui est correcte. Ceci vous explique qu'il n'y aurait presque pas besoin pour ces cellules de vaisseau, mais plus on s'éloigne, et c'est indiqué ici, plus on s'éloigne du vaisseau, eh bien, plus la pression partielle d'oxygène baisse, et donc plus il est nécessaire d'avoir des capillaires qui vont forcer, en quelque sorte, une alimentation correcte. Alors, l'hypoxie, je m'excuse, il y a un certain nombre de diapos qui sont encore en anglais, mais l'hypoxie va entraîner, avec un système remarquablement bien construit, je dirais sur le plan de la mécanique cellulaire et moléculaire, c'est absolument superbe. L'hypoxie va entraîner progressivement un certain nombre de mécanismes pour pouvoir rétablir, je dirais, la survie. D'abord, la cellule va passer d'un métabolisme aérobique à un métabolisme anaérobique. Ça lui permet de survivre pendant un certain temps. Ensuite, création de vaisseaux, ça c'est fondamental, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vasodilatation, ça permet d'élargir les vaisseaux, favoriser le passage des globules rouges et de l'oxygène. Augmentation de l'érythropoïétine, avec érythropoïèse, augmentation du nombre de globules rouges, et puis augmentation de l'activité du système nerveux sympathique qui permet une accélération de la fréquence cardiaque et donc un débit supplémentaire. C'est une coordination absolument superbe. Alors il y a une cellule dont je voudrais vous parler un tout petit peu qui s'appelle la type cell, parce que c'est une cellule qui a été découverte tout récemment et que d'autre part, elle représente, vous le voyez ici, très schématiquement, là encore une structure par bourgeonnement. C'est finalement en quelque sorte la réduction fractale
de l'arbre que vous pouviez imaginer. Là, on est au plus petit. À ma connaissance, on ne fait pas plus petit que la type cell. La type cell, c'est une cellule qui va émettre des philopodes. Et ces philopodes vont chercher, si vous voulez, les endroits où le vaisseau doit devoir migrer et proliférer. En quelque sorte, ces philopodes, ce sont des explorateurs pour des molécules de guidage qui vont servir à la progression et à la multiplication du vaisseau. En pratique, vous les voyez ici. Ça, ce sont des cellules d'un plexus capillaire en cours de croissance. Et vous voyez la cellule tout à fait au bout. C'est pour ça qu'on appelle type cell, c'est intraduisible en français. C'est la cellule à l'extrémité du capillaire que vous voyez se développer ici, avec ces différents types de marquages, peu importe les molécules. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces philopodes vont aller vers des molécules attractives, comme par exemple notre fameux VEGF, mais elles vont pouvoir être détournées éventuellement. Il va y avoir certaines molécules qui vont entraîner une répulsion. Et donc, avec ces deux systèmes attraction-répulsion, vous pouvez comprendre comment le vaisseau progresse. Ce qui est vrai ici est vrai aussi dans le monde végétal. Je parle du monde animal. C'est moins vrai dans le monde, je dirais, invertébré pour les petits insectes, où finalement les vaisseaux sont réduits au minimum grâce à la diffusion de l'oxygène. Mais dès qu'on commence à avoir des structures un peu plus élaborées, on a ce type de cellules. Alors là, voilà la type cell qui va repérer le VEGF parce qu'elle a à son extrémité, là juste au moment à l'endroit des philopodes, elle a un récepteur du VEGF. Autrement dit, il va y avoir une interaction entre la molécule qui est présente dans la type cell, le VEGF récepteur, et d'autre part, le VEGF qui va être induit par l'hypoxie. Donc le VEGF est induit par l'hypoxie, moins il y a d'hypoxie, moins il y a de VEGF, mais vous voyez que cette cellule va migrer vers la région d'hypoxie, vers le GF, qui va être repéré par ce récepteur. Alors, on peut étudier maintenant en détail ce qui se passe quand on commence à manipuler ce système VEGF, VEGF récepteur ou d'autres molécules. Ici, je vous ai indiqué une rétine. On utilise en effet la rétine de souris. À la suite de la naissance, on peut récupérer la rétine et la cultiver pendant 7-8 jours. Et la rétine se développe ex vivo, si je puis dire, in vitro. Et on voit ici, et vous le voyez bien, les vénules, les artères qui sont moins importantes que les vénules. Et vous voyez ici, à un plus gros grossissement, ces deux types de structures. Si vous supprimez, là c'est une molécule delta 4 qui est au passage, quand elle est supprimée, responsable d'une maladie grave des petits vaisseaux du cerveau avec démence, eh bien vous voyez une prolifération incroyable de ces capillaires rétiniens à faible ou plus fort grossissement. Donc voilà comment on peut essayer de travailler et imaginer en tout cas des mécanismes, et qui dit imaginer des mécanismes, progressivement trouver des molécules pour remédier aux pathologies. Alors, on parle beaucoup de vaisseaux, mais au fond, je voudrais vous attirer votre attention que l'arborescence nerveuse suit de très près l'arborescence vasculaire. Et si vous y réfléchissez un petit peu, vous voyez des similarités intéressantes. Ce sont des réseaux ramifiés, je vous l'ai montré, on va le revoir avec les images de Vézal. Ce sont des circuits intégrés, circuits en boucle intégrés à de la circulation sanguine, et bien sûr le système intégré à périphérique et centre de contrôle avec le système nerveux. Les constituants cellulaires, nous avons discuté de la cellule endothéliale et de ce qui va entourer la cellule endothéliale, les péricytes, puis les cellules muscularisées vasculaires. Mais c'est pareil pour le neurone. Le neurone, c'est une cellule qui va être entourée de cellules gliales qui vont lui permettre de survivre. Et quand vous regardez le nombre de molécules en commun dans ces deux systèmes,
elles sont très nombreuses. Et ces molécules en commun, ce sont des molécules qui vont permettre le guidage de ces vaisseaux et de ces nerfs. Alors, voilà les similarités anatomiques avec Vézal. Et maintenant, si on regarde à l'échelon microscopique, vous voyez aussi les similarités. Vous avez un marqueur endothélial indiqué en vert et un marqueur des neurones indiqué en rouge. Vous voyez que les deux se suivent, qu'à chaque fois qu'il y a un vaisseau qui bifurque, il y a la correspondante nerveuse qui suit. Et vous voyez ici, c'est tout à fait remarquable. Ce n'est pas une feuille, c'est réellement ici un nerf en vert et des vaisseaux artériels et vénules indiqués en rouge ici. Vous voyez la remarquable similarité, je dirais, distribution, arborescence et bourgeonnement de ces deux systèmes. Bon, ça, c'est la même chose. Alors, ça, voilà de nouveau ma cellule favorite. Mais si vous regardez à côté, vous avez pour le nerf, la cellule qui va progresser, de même que la type cell progresse dans le système vasculaire, vous avez une progression de la cellule neuronale, je dirais, fondamentale pour la croissance de l'axone, et qu'on appelle justement le cône de croissance. Et vous voyez de nouveau une arborescence des philippodes, et vous comprenez très bien maintenant qu'il y a au fond, on va être un peu finaliste, une manière parcimonique, si je puis dire, de la nature, à utiliser le même type de molécules pour pouvoir guider vaisseau et nerf, car les deux doivent effectivement agir de concert, et donc il est tout à fait compréhensible que ces deux systèmes se développent avec des molécules qui sont partagées, communes à l'un et à l'autre des deux systèmes. D'ailleurs, le VEGF, qu'on a appelé vascular endothelial, c'est le gros facteur, n'est pas uniquement à action sur les cellules endothéliales. Il est capable, comme par hasard, vous voyez, d'agir aussi sur les neurones et sur les cellules gliales. Il est capable d'agir sur ce qu'on appelle aussi les cellules microgliales, les cellules de Schwann qui entourent, sont les manchons qui entourent le nerf. Les astrocytes sont d'autres types de cellules gliales. Bref, le VEGF n'est pas vraiment le VEGF. Le VEGF est plus que ce que l'on pensait. C'est-à-dire, au passage, l'importance de cette molécule ou de cette série de molécules. Je vais passer là-dessus. Donc, voici, pour résumer, les convergences de l'angiogénèse et la neurogénèse. Vous avez vu l'organisation de faisceaux vasculo-nerveux avec ce guidage par des molécules communes. La physiologie, nous savons depuis bien longtemps qu'il y a un contrôle nerveux du système cardiovasculaire. Et à l'inverse, il y a une dépendance étroite du système nerveux pour une dépendance étroite de son fonctionnement par le fonctionnement même du système vasculaire. C'est ainsi qu'il existe au niveau des nerfs ce qu'on appelle des vasa nervorum, des nerfs qui vont être irrigués par le système vasculaire avoisinant, et la diminution ou la disparition partielle de ces vaisseaux peut entraîner des pathologies. En tout cas, expérimentalement, c'est le cas de certains types de neuropathie. La neuropathie diabétique, celle qui fait que les diabétiques ont des troubles, notamment un type d'ulcère, etc. Cette neuropathie diabétique peut être liée à un mauvais fonctionnement du système capillaire, entraînant un mauvais fonctionnement secondaire du système nerveux. Et il y a aussi pour la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie grave, des arguments, en tout cas expérimentaux, pour dire que la diminution de la microvascularisation au niveau des motoneurones de la corne antérieure de la moelle pourrait être responsable en partie de la maladie. Bien. Alors, je vais, dans les 20 minutes qui restent, parler maintenant un petit peu de pathologie. On a vu l'anatomie, on a vu la physiologie avec l'irrigation,
on est rentré dans la biologie cellulaire et moléculaire. Maintenant, voyons quels sont les moyens et les stratégies thérapeutiques qui peuvent être utilisés dans certaines pathologies où il y a une anomalie ou des anomalies du système vasculaire. Et je vais commencer par l'athérome, mais très brièvement. Je parlerai plutôt un peu plus de cancer et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est sans doute une des applications les plus magnifiques récentes des stratégies anti-VEGF. Alors, voici ce qui va nous arriver dans notre arbre vasculaire avec l'âge, à savoir que partant à une belle artère ici, vous voyez ici en jaune les dépôts athéromateux qui, avec l'âge, ne manquent pas de se produire. Ils existent même d'ailleurs chez les sujets relativement jeunes. Ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il va y avoir une obturation progressive de la lumière de l'artère, avec naturellement une baisse progressive du flux et donc de l'alimentation en aval. Vous voyez ici aussi, et ça c'est intéressant car c'est à l'origine d'une réflexion physiopathologique récente, des vaisseaux qui vont irriguer les artères. Les artères d'un certain calibre nécessitent elles-mêmes, pour leur propre alimentation, d'avoir des vaisseaux. Elles ne peuvent pas uniquement compter sur l'oxygène qui diffuse à partir de la lumière. C'est ce qu'on appelle les vasa vasorum. Or, ces vasa vasorum peuvent être aussi atteints au cours de l'athérome, ils peuvent être hémorragiques, ils peuvent à ce moment-là avoir un effet délétère sur le bon fonctionnement artériel. Autrement dit, l'athérome que l'on voit toujours comme une maladie de l'intérieur avec la prolifération de la plaque et l'obturation, eh bien, c'est une maladie qui peut aussi provenir d'un mauvais fonctionnement ou d'une mauvaise prolifération de ce qu'on appelle des vasa vasorum. Alors, tout ceci peut aboutir à l'obturation d'un vaisseau. Ici, vous voyez une artère fémorale avec une bifurcation ici, et vous voyez que l'artère fémorale est interrompue entre là et là. Alors, on me dirait, mais comment ça se fait qu'on la voit en aval? Eh bien, c'est parce qu'il y a un développement d'une circulation collatérale qui se fait. Donc, le vaisseau, même obturé, peut être réalimenté en aval de la sténose ou de la thrombose par des vaisseaux collatéraux. Et donc, tout est de savoir comment stimuler cette circulation collatérale. On peut penser qu'avec le VEGF, on a un outil, soit le VEGF en termes de protéines, soit le VEGF en termes de gènes. Alors, les deux ont été utilisés, à vrai dire, avec peu de succès. Ici, vous avez un schéma qui est le schéma idyllique, à savoir, ça c'est pas idyllique parce que l'artérite, comme vous le voyez, fait qu'il n'y a pratiquement plus de vascularisation du membre inférieur à partir de ce niveau, du mollet. Et vous voyez le rétablissement, on aimerait le rétablissement d'une circulation collatérale par un produit angiogénique qui pourrait être soit la protéine VEGF, soit le gène VEGF ou d'autres. Le problème, c'est qu'il y a eu des essais qui datent maintenant de peut-être 7-8 ans. Certains ont été annoncés de façon spectaculaire comme étant très efficaces. À l'heure actuelle, malheureusement, on est en retrait et il faudra comprendre et attendre qu'on ait de meilleurs résultats. Vous savez aussi que ce type de stratégie est utilisé en thérapie cardiaque pour pouvoir stimuler la prolifération des vaisseaux collatéraux des artères coronaires, avec des succès qui sont, je dirais, modestes encore à l'heure actuelle. Et une stratégie que je ne vais pas détailler ici, c'est d'utiliser ces fameuses cellules souches dont je vous ai parlé. À ce moment-là, on n'utilise non pas le produit VEGF ou équivalent, mais on va utiliser les cellules souches au niveau cardiaque pour essayer de refaire des vaisseaux, voire des cardiomyocytes, en les administrant localement. C'est pareil qu'ici au niveau de la jambe, il faut administrer localement et espérer qu'à partir de ces quelques cellules souches, on va pouvoir créer une néovascularisation
voire créer des cardiomyocytes. Mais là, ce serait une autre histoire. Je voudrais terminer par donc quelques mots sur l'angiogénèse tumorale et sur la DMLA. Sur l'angiogénèse tumorale, voilà le vaisseau, voilà le réseau vasculaire normal. Il est organisé et stable, comme je vous l'ai dit, c'est un long fleuve tranquille, hein, le vaisseau adulte. Il est correctement localisé, sa perméabilité est appropriée et contrôlée, c'est-à-dire qu'il ne va pas laisser échapper des substances comme ça va être le cas avec le réseau tumoral. En effet, ces vaisseaux sont recouverts de péricytes, de cellules musculaires lisses vasculaires et son flux est bien régulé. En revanche, ce réseau tumoral a une structure complètement désorganisée, vous allez le voir dans un instant. Il est instable, il est localisé de façon aberrante. Il a une perméabilité accrue, et ceci est important parce que ça va laisser diffuser en dehors du vaisseau des substances qui peuvent avoir un effet délétère sur la croissance tumorale. On observe des chintes entre les artères, les veines, des lacs parfois veineux. Les vaisseaux sont insuffisamment couverts, de là d'ailleurs leur perméabilité accrue pour les capillaires de péricytes, et ils ont un flux sanguin qui est irrégulier. Voilà, très schématiquement, une tumeur bénigne, voilà une tumeur maligne. La tumeur bénigne, pratiquement, ne va pas émettre beaucoup ou très peu de substances angiogéniques. En revanche, la tumeur maligne va activer l'angiogénèse parce qu'elle-même va fabriquer du VEGF. C'est là la perversion. Alors, voici un exemple de quiescence d'endothélium. Vous voyez ici toutes les cellules qui sont bien jointives. En bleu, ce sont les noyaux de ces cellules endothéliales et en vert, c'est un marqueur de la membrane des cellules endothéliales. En revanche, là cette fois-ci on va passer en microscopie électronique à balayage, vous voyez ici ces cellules endothéliales pavimenteuses, c'est une coupe de front, vous voyez, on suit ici l'écoulement du flux, et vous voyez toutes ces irruptions incroyables dans la structure, dans l'intimité, si je puis dire, d'une cellule ou d'un vaisseau tumoral. Ce qui conduit à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, la possibilité de diffusion extravasculaire et aussi le passage de cellules métastatiques. Cette grande perméabilité accrue va entraîner cela. Alors, voilà encore une fois, je reviens, là ce n'est pas le poulet, mais c'est le même type de processus qui est utilisé pour bien séparer une vascularisation normale d'une vascularisation tumorale où il y a pratiquement une désorganisation complète de capillaires. En 1971, un chirurgien américain qui s'appelait Judah Folkman émet dans le New England Journal of Medicine une hypothèse qui est que, au fond, en s'attaquant à cette prolifération anormale, en bloquant la vascularisation des tumeurs malignes, on devrait pouvoir ralentir, voire stopper la progression de la tumeur, étant donné qu'elle a besoin de cette alimentation en oxygène pour survivre. Le problème, c'était qu'en 1971, on ne savait pas quel était le facteur principal de croissance vasculaire. 1971, 1987, découverte au passage franco-américaine du VEGF. Donc cette hypothèse est restée, pas tout à fait lettre morte, mais est restée un petit peu en suspens. La chose qui a été faite et qui continue à être faite, c'est de faire des embolisations des vaisseaux tumoraux pour assécher en quelque sorte la tumeur. Le problème est que quand on fait une embolisation, ce n'est pas suffisant, il y a une recirculation qui apparaît par la suite. Voici cette circulation collatérale que vous voyez dans une des premières images radiologiques qui date de 1939. Vous voyez ici cette circulation collatérale et donc vous la voyez, et vous voyez maintenant, ici c'est tiré de tumeurs de la surrénale
de l'hôpital Pompidou, vous voyez ici, en noir, sur les cellules endothéliales, tous ces points noirs indiquent le récepteur du VEGF, que vous voyez aussi ici. C'est deux types différents. Et d'autre part, avoisinant ces cellules endothéliales, il y a une production accrue du VEGF. Donc l'idée, c'est de bloquer la production de VEGF. Le VEGF, c'est une grosse molécule, et donc la stratégie qui a été prise par Napoleone Ferrara et ses collaborateurs à Genentech, Genentech Roche maintenant, a été de fabriquer des anticorps monoclonaux contre le VEGF. Ces anticorps monoclonaux peuvent être ce qu'on appelle humanisés, c'est-à-dire qu'ils vont être bien tolérés chez l'homme, et vous voyez, on diminue considérablement les réactions immunes. Cet anticorps reconnaît toutes les isoformes, c'est-à-dire toutes les formes apparentées du VEGF. Il a une très bonne affinité, c'est-à-dire qu'il a une très bonne interaction avec le VEGF circulant, et cet anticorps va avoir une demi-vie longue de l'ordre de 20 jours, ce qui est quand même considérable, et donc permet de faire des injections bimensuelles ou mensuelles. Donc là, on a un outil fondé sur une hypothèse de travail. Il faut maintenant démontrer que ceci marche. C'est ce qu'on appelle pour nous la preuve de concept, le proof of concept aux États-Unis, qui est fondamental. Il faut le démontrer d'abord en expérimental, puis en clinique. Alors, expérimentalement, voilà, c'est vraiment les tout premiers travaux que je vous montre ici, dans le cancer du côlon, où on a créé un cancer expérimental du côlon chez la souris, en fait en greffant chez la souris des cellules de cancer colique humain. Et ici, vous voyez le volume tumoral chez les souris qui ont reçu un leurre d'anticorps anti-VEGF. Et ici, vous voyez la réduction progressive du volume tumoral lorsqu'on administre chez la souris des quantités croissantes d'anticorps anti-VEGF. Ici, vous voyez les images, ça correspond à cela, et puis vous voyez la régression sous anticorps anti-VEGF. Formidable. Et donc, on est passé à la preuve de concept expérimental, à la preuve de concept chez l'homme. Là, les résultats sont, je dirais, beaucoup moins spectaculaires. Là, je vous montre les tout premiers résultats, mais malheureusement, on est à peu près au même niveau avec le cancer et avec les cancers. Vous voyez ici deux études, donc, à la fois dans le cancer du rein, dans le cancer colorectal. Ici, on a donc deux groupes de patients tirés au sort. Le premier groupe qui va recevoir un leurre et le deuxième groupe qui va recevoir un anticorps anti-VEGF. Ceci en addition du traitement classique. Autrement dit, on ne fait pas courir un risque supplémentaire aux patients, on leur donne le traitement standard que de toute façon ils auraient eu, mais on leur propose d'avoir par tirage au sort soit un placebo, soit un médicament, l'anti-VEGF, ajouté au traitement standard. Alors, ici, ce qui est marqué donc placebo avec le standard, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les courbes de survie. Vous voyez, pratiquement tous les patients, enfin disons à 50% de survie lorsqu'on démarre le traitement de 3 mois. Hein. Et ici, vous avez une augmentation qui est significative, mais vous passez à peine à 6 mois. Alors vous me direz, 3 mois supplémentaires de survie, ce n'est pas négligeable. C'est à peu près la même chose ici pour le cancer du côlon. Avec le placebo et avec ici un accroissement de la survie, mais qui est modeste, et à un prix extrêmement important, un prix financier en euros ou en dollars. Donc, à l'heure actuelle, ce type de stratégie, évidemment, est étudié avec d'autres molécules que les anti-VEGF, d'autres molécules que les anticorps. Je dirais qu'il y a une grosse activité, mais on peut quand même être un peu déçu de ne pas avoir de meilleurs résultats. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi on n'a pas de meilleurs résultats?
comment on pourrait optimiser ceci? Est-ce qu'on pourrait prédire la réponse? Il y a des vrais répondeurs qui ont frappé les observateurs et d'autres qui répondent très mal. Pourquoi? Il y a d'autres types d'associations qu'on peut faire. Le mécanisme d'action, et c'est ce qui est quand même le plus bizarre, n'est sans doute pas celui que l'on pensait. Celui qu'on pensait, c'était finalement l'obturation des vaisseaux par cet anti-VEGF. En fait, il semble que cet anti-VEGF va remodeler les vaisseaux. C'est-à-dire que les vaisseaux qui étaient très anormaux, comme je vous l'ai montré vraiment à plusieurs images, vont être remodelés, restructurés, qui vont être en fait de meilleurs vaisseaux que précédemment. Et que ces meilleurs vaisseaux que précédemment vont permettre d'acheminer mieux les médicaments antitumoraux sur place, de même que la radiothérapie va être plus efficace, car il est bien montré que la radiothérapie est d'autant plus efficace que l'oxygénation est efficace. Donc vous voyez dans quoi on se bagarre avec quelques données qui, a priori, peuvent sembler contradictoires et paradoxales. Alors je termine par la dégénérescence maculaire liée à l'âge, parce que là c'est un succès vraiment superbe. Alors ici vous voyez la lumière qui va franchir la cornée, qui est translucide, et arriver ici au niveau de la rétine. Vous voyez que la rétine est richement vascularisée et l'information va être ensuite transmise par l'intermédiaire du nerf optique au cerveau. Voilà la rétine dont je vous parlais tout à l'heure, une rétine de souris en culture au 5-6e jour. Et vous voyez ici l'émergence du nerf optique, vous voyez les artères et les veines. Et au niveau de cette rétine, existe un endroit central qu'on appelle la macula. Et cette macula est essentielle car elle permet la vision fine, détaillée et la vision centrale. C'est cette macula qui est atteinte dans ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est aujourd'hui la cause la plus fréquente de la perte de vision chez l'adulte. 1 million de patients en France, c'est considérable, mais il y a deux formes. Et ceci nous importe parce qu'une seule des deux formes va répondre aux anti-VEGF. Il y a ce qu'on appelle la forme floride ou exsudative, qui est en fait une forme où il y a une hypervascularisation, et c'est celle-là qui nous intéresse, mais malheureusement, ce n'est pas la plus fréquente, 20%, et puis une forme dite sèche, qui ne s'accompagne pas justement d'hypervascularisation. Alors jusqu'à peu, et on le fait toujours, on essaye de traiter la DMLA qui se traduit par donc une perte de la vision centrale, la vision périphérique est quand même conservée, mais c'est un handicap majeur. On les traite par laser et photothérapie dynamique, mais maintenant on a plusieurs types de stratégies, essentiellement l'anti-VEGF, l'anticorps dont je viens de vous parler ou l'équivalent, qu'on administre dans la chambre postérieure de l'œil, comme vous est indiqué ici, une fois par mois en moyenne, et vous allez voir les résultats. Donc c'est une stratégie qui s'applique à cette forme dite humide ou exsudative, où vous voyez ici des hémorragies et des exsudats, c'est-à-dire le passage de liquide vasculaire dans le milieu interstitiel, dans cette forme de dégénérescence maculaire liée à l'âge, avec ici les vaisseaux avoisinants. Alors, l'administration, là je vous montre les premiers résultats qui datent donc, vous voyez, à peine d'une dizaine d'années, mais qui ont bouleversé, je dirais, la vie pour les patients atteints de cette maladie. Vous voyez ici en rouge et en jaune la conservation, voire l'amélioration de l'activité visuelle. On fait compter, enfin il y a un certain nombre d'échelles, d'indicateurs qui permettent de suivre la vision des patients. Vous voyez ici sous placebo la détérioration en l'espace de 2 ans de l'acuité, enfin de ce score pour la DMLA comparé aux patients qui ont reçu une dose ou l'autre de l'anticorps anti-VEGF.
malheureusement, pour la rétinopathie diabétique, ce n'est pas aussi efficace. Alors, je terminerai simplement un tout petit mot d'économie. C'est là où l'arbre vasculaire nous pose des questions au point de vue économique. C'est bien de traiter la dégénérescence liée à une efflorescence anormale de l'arbre vasculaire rétinien dans la DMLA, mais le traitement coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an par patient, multiplié par 1 million. Ceci nécessite aussi de repérer rapidement la DMLA. En France, on manque d'ophtalmologistes et d'autre part, les patients ne sont pas très alertés. De là, les campagnes qui ont été mises en place pour pouvoir alerter les patients. Encore faut-il que l'intendance suive. Alors, je termine par une image d'arbre, parce que finalement, quand vous verrez en forêt de Fontainebleau ou ailleurs un arbre, vous serez porté par là, mais peut-être vous penserez à cet arbre intérieur, cet arbre vasculaire que j'ai essayé de vous résumer au cours de cette heure et demie. Merci. Je désire remercier très vivement le professeur Pierre Corvol pour cet exposé magnifique, enrichissant. Évidemment, maintenant, nous avons des troubles, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous regardons un arbre, on devra regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui nous ont, comment dirais-je, modifié, enfin en tout cas dans mon cas, l'imaginaire par lequel nous imaginons cette longue continuité des arborescences. Et par exemple, l'une qui me semble vraiment très importante est le parallélisme et l'interaction entre les arbres, disons, vasculaires et l'arbre nerveux à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons vraiment cette espèce de continuité entre les différentes arborescences et il est presque mieux de ne pas être entièrement conscient parce qu'à chaque moment de notre discours, la prononciation même de la parole, chaque geste est le résultat d'une série infinie de mouvements de ces deux arborescences. Mais tout cela nous porte aussi à des, comment dirais-je, à des remarques au point de vue historique. La partie historique a été magnifique. Je ne connaissais pas, je l'avoue, ce livre superbe de Claude Bernard, je le répète, Leçons sur les phénomènes de vie communs aux animaux et aux végétaux. Nous l'avons vu pendant notre cours, toute la discussion qu'il y a eu à l'époque, au commencement de l'époque moderne sur la priorité des règnes. Et là, il y a quelque chose qui va certainement nous être utile. Nous verrons du reste la semaine prochaine les deux Darwin, le Darwin de l'amour des plantes et le Darwin de l'évolution. L'un était l'oncle de l'autre. Alors il y a aussi des questions freudiennes qu'on pourrait se poser. Mais cela dit, donc, je tiens beaucoup à remercier le professeur Pierre Corvol parce qu'il a su mettre ensemble les raisons historiques et notre présent. Et ce qui me fascine, et c'est aussi la première question que je voudrais poser à notre conférencier, c'est que nous avons vu très clairement qu'il y a eu un développement lent ou relativement lent de nos connaissances sur ces arborescences pendant des siècles, du moment où on a découvert, disons grosso modo au XVIe siècle, et tout ça est resté à peu près égal jusqu'au XXe. Et maintenant, il y a une accélération énorme. Chaque année, on bouffe des siècles, pour ainsi dire, de connaissances, d'amélioration. Donc, la question que je me permets de poser à Pierre Corvol, puisqu'il a en même temps cette présence à la recherche, mais aussi une très grande conscience historique, est la suivante. Comment, disons, l'imaginaire du chercheur et
dans le cas spécifique, comment les hypothèses de travail se forment-elles à partir de données qui changent si rapidement. C'est-à-dire que de Vézal à Claude Bernard, il y a moins de changements qu'entre les recherches de l'année, disons, 1990 et 2005. Alors, comment un chercheur, surtout dans ce domaine, qui a, comment dirais-je, un préalable si bien enraciné, j'utilise la métaphore dans l'imaginaire, comment peut-on formuler des hypothèses de travail à partir de quelque chose qui est si changeant? Oui, c'est une question effectivement difficile, mais je dirais que ce qui a accéléré les choses, c'est finalement les découvertes de biologie cellulaire et de biologie moléculaire. Et que l'imaginaire du chercheur, qui était un imaginaire dans un monde macroscopique, est devenu un imaginaire dans un monde micro, voire nanoscopique. C'est-à-dire qu'il se projette beaucoup plus maintenant dans la cellule pour voir, et là je n'ai pas du tout parlé de cela parce que c'était, je dirais, trop spécialisé, mais il va imaginer toutes les cascades qui arrivent à l'intérieur de la cellule en termes de signalisation et de communication. Au fond, la communication, c'est un mot clé dans la vie, évidemment, la communication par les vaisseaux, tout cela c'est facile à se représenter, mais à l'intérieur d'une cellule, il y a un système de communication qui va lui permettre de pouvoir mettre en œuvre telle ou telle partie de son répertoire de production de protéines qui vont à leur tour entraîner une modification de la vie cellulaire, et en retour, il y a une cybernétique cellulaire comme il y a une cybernétique de physiologie à l'échelon macroscopique. Et donc je crois que l'imaginaire, à l'heure actuelle, quand on regarde un séminaire avec un œil, je dirais, un tout petit peu de distance, c'est un imaginaire très réductionniste, mais en même temps un imaginaire complexe, car tout un enchevêtrement de molécules qui vont les unes avec les autres interagir. Et d'ailleurs, le PowerPoint est terrible pour cela, parce que le PowerPoint animé du biologiste vasculaire qui fait la biologie cellulaire et moléculaire à l'heure actuelle, il va commencer avec une cellule, il va zoomer, si je puis dire, sur des molécules qui, par exemple, vont se trouver à l'interface cellule-environnement, et puis il va ajouter progressivement des blocs de molécules qui vont finalement aboutir à une fonction. Ça progresse à toute allure. Ça progresse absolument à toute allure avec le développement des techniques actuelles, avec le développement des techniques qui nous permettent d'explorer sur une cellule donnée tout le répertoire activé en termes de gènes sous la forme d'ARN messager, etc., etc. Donc c'est un imaginaire qui n'a plus rien à voir, honnêtement, avec l'imaginaire antérieur. Alors c'est très important d'avoir, je crois, des gens qui ont une autre vue. Notamment, j'aime bien, pour avoir travaillé avec notamment un de mes collaborateurs chirurgiens vasculaires, j'aime bien revenir quelquefois aux basiques, parce que quelquefois ils ont des idées éclairantes. Je dirais que cette plongée dans l'univers cellulaire nous empêche d'avoir. Merci. C'est une réponse très belle, très courageuse aussi. Et bon, ça nous fait réfléchir. En effet, moi je le dis pour les littéraires, notre imaginaire est extrêmement arriéré. Il faut de temps en temps se nourrir pour répondre après aux exigences du temps présent. Par exemple, c'est un petit détail, mais qui me semble important. Alors, le professeur Rowohl vient de nous parler, à la fin de son exposé, des petites artères, enfin des petits vaisseaux qui alimentent les artères de l'extérieur. Et si j'ai bien compris, on les appelle les vasa vasorum. Alors, ce vasa vasorum, évidemment, formule latine, qui a été formé, derrière cela, il y a le Sancta Sanctorum. Seulement, le Sancta Sanctorum était
à l'intérieur même du temple, était la partie la plus intérieure et la plus sacrée du temple. Tandis que maintenant, ces vases à vasorum sont exactement le contraire, à l'extérieur des artères. Alors, deux questions, mais il est peut-être presque impossible de le savoir. Quelle était la formation de l'homme ou de la personne qui a inventé cela, à tel point que maintenant on a un renversement sémantique ou de cet imaginaire. On ne peut plus dire que le vasa vasorum est formulé sur une structure classique parce qu'il est à l'extérieur, et ça nous permet aussi je dirais, nous sommes obligés à chaque fois de revenir en arrière pour comprendre la dialectique qui se fait entre le présent et, je dirais, les moules de notre mémoire collective qui sont derrière nos choix linguistiques. Mais est-ce qu'on sait qui a inventé ce vasa vasorum? Parce que ça me semble assez spectaculaire au point de vue de la tradition sémantique. Ouais, il faudrait retrouver effectivement quel est l'anatomiste très doué, passage, qui a décrit cela. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quand ça a été découvert. C'est très difficile à voir d'ailleurs, au passage. On peut le visualiser avec des techniques macroscopiques, du type de celles des radios que je vous ai indiquées tout à l'heure, avec notamment l'IRM. Enfin, c'est très difficile. Alors, je ne sais pas à qui a donné ce nom et qui a imaginé effectivement utiliser ce terme. Non. Maintenant, j'ai déjà trop parlé. Il y a certainement des présents qui veulent poser des questions. Donc, je n'en vois une déjà. Est-ce qu'il y a